Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Institutionnaliser la clientèle privée pour accéder aux actifs non cotés. Estelle Dola, CEO et cofondatrice, et Jacques Ita, board member de Private Corner. Nous, tous les 5 ans, vous savez que la boîte, vous pouvez dire elle n'est pas transparente, mais tous les 5 ans, la boîte elle est décortiquée. 2, moi je suis d'accord que la liquidité c'est quelque chose qui paraît important, mais c'est plus théorique que pratique. C'est-à-dire que 95% des particuliers qui jouent en bourse, ils gardent leur portefeuille plusieurs années. Quand on a ce niveau de fees beaucoup plus élevé que ceux de l'instit sur des fonds qui durent 10 ans, naturellement, ce que tu restitues aux clients est largement dégradé, quand bien même la création de valeur brute est là au niveau du portefeuille. Donc cette approche institutionnalisation, c'est vraiment essayer de répliquer l'expérience de l'investisseur institutionnel pour le client privé. C'est un épisode qui dévoile beaucoup de secrets sur l'accès aux fonds Tier 1 dans le non-coté, le private equity, la dette privée ou encore l'infrastructure. Nous soulevons le drap avec Estelle et Jacques sur des sujets comme les share classes, les bons gérants, les distributeurs ou encore les fees. L'occasion aussi de faire quelques piqûres de rappel sur la constitution d'un portefeuille de private assets entre diversification, transparence et liquidité. Nous parlons de l'offre de Private Corner, du lancement et de la structuration de la société de gestion qui sert une communauté passionnée de distributeurs. Nous avons associé Jacques à cette discussion pour toutes ses connaissances d'un marché où il navigue depuis plus de 20 ans et pour son franc-parler qui décoiffe. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Estelle et Jacques. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin pour retourner dans le private equity, une classe d'actifs, les private assets, une classe d'actifs que j'aime beaucoup. J'aimerais s'il vous plaît que vous vous présentiez aux auditeurs, s'il vous plaît. Donc pour ma part, j'ai 45 ans, 3 enfants. J'ai fait une école de commerce suite à laquelle j'ai commencé en audit d'asset management spécialisé sur les actifs non cotés. Donc KPMG, j'ai passé 4 ans chez KPMG. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint une société de gestion en tant que DAF, puis secrétaire général, chez qui j'ai passé 12 ans. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint un prestataire de services, leader sur son marché, qui s'appelle Alterdomus, en tant que directrice des opérations pour le bureau parisien. Au cours de cette expérience, donc chez Alterdomus, qui était concomitante avec la publication de la loi Pacte, j'ai eu l'idée de créer Private Corner sur 2 constats assez simples. Les besoins d'un côté des spécialistes de la gestion de fortune et de patrimoine d'aller outiller et équiper leurs clients sur des actifs non cotés de la meilleure qualité qui soit, au meilleur prix et avec l'assurance d'avoir du reporting. Et de l'autre côté, donc mes clients de l'époque, qui n'étaient que des sociétés de gestion qui s'adressaient à une clientèle institutionnelle ou grande fortune, et qui souhaitaient développer leur base d'investisseurs auprès de la clientèle privée. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de créer Private Corner comme un trait d'union entre 2 mondes qui se parlaient pas ou peu, avec pour ambition d'institutionnaliser l'expérience du client privé sur le non-coté. Très intéressant, institutionnaliser l'expérience du client privé. On reviendra dessus. Jacques. Alors moi, donc, je suis marié, 2 enfants, 44 ans aussi. J'ai pas commencé par le private equity. Moi, j'ai d'abord été dans des grands cabinets d'avocats, que j'avais une double compétence, école de commerce et école de droit. Donc j'ai fait d'abord près de 3 ans à New York, dans un grand cabinet d'avocats. Après je suis rentré en France à nouveau dans les grands cabinets. Puis après j'ai fait les grands cabinets de conseil, en restructuration, en management et en stratégie. Et seulement à l'issue de ça, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et j'ai vu une faille en fait à ce moment-là. J'ai trouvé que les fonds de private equity n'étaient pas équipés de banquiers spécifiques à l'activité de private equity. Et donc j'ai créé une boutique M&A spécialisé dessus, notamment buy side, dont je suis devenu le premier, on va dire, expert et spécialiste unique en Europe. Et à partir de là, j'ai commencé à être le premier avec la majorité des fonds sur toute l'Europe, puis après en infrastructure, puis après sur plusieurs types de classes d'actifs dans le private equity, de style private debt, de style démocratisation, preferred equity, etc., etc. Et donc aujourd'hui, je fais partie des 4-5 grands experts du private equity en Europe, je pense, et je représente quasiment tous les plus grands fonds dans des deals. Parfait, merci beaucoup à tous les deux de vous être joints à cette discussion. Vous travaillez ensemble sur Private Corner, dont on va parler aujourd'hui.
J'aimerais commencer par une question qui me taraude. En fait, j'avais réalisé ça en préparant un épisode avec Bill Kelly, qui est le CEO de Kaya Association. Je ne sais pas si vous voyez de quoi ça parle. Bon, c'est le CFA pour les actifs alternatifs, on va dire, en simple. Et en fait, en préparant cet épisode, je m'étais rendu compte que la part des actifs privés dans les portefeuilles des family office aux États-Unis était beaucoup plus large que en Europe, et ce historiquement, et que la part des private assets dans les portefeuilles des family office ou des clients high net worth en Europe augmentait, mais pas de façon aussi forte qu'aux États-Unis. Donc j'aurais aimé avoir votre éclairage, que vous expliquiez un petit peu quelles sont peut-être les contraintes qui s'exercent en Europe plus spécifiquement qu'aux États-Unis sur ces private assets, et puis peut-être rentrer dans le détail de ce qu'on qualifie de private assets pour vraiment donner un éclairage maximal à nos auditeurs. Alors, je dirais que déjà, on a une double contrainte. La première, c'est le nombre de family office qu'il y a en Europe. Les Américains, là-dessus, sont très en avance. D'abord parce que nos familles sont historiquement des héritiers. Ouais. Et donc, ce sont des gens qui ont été historiquement défensifs sur le placement de leur argent, ont structuré des vraies équipes très, très tardivement. On voit, par exemple, que c'est seulement cette année que la famille Hermès va créer son family office pour investir dans le private equity. Les familles comme Bettencourt, Tétis, ça fait que 2-3 ans qu'ils existent vraiment dans le marché et qu'ils sont très actifs. Et donc, les plus grandes familles européennes se sont structurées pour investir en général que très récemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la profondeur de marché aux États-Unis est gigantesque. Et donc, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Quand il y a un deal aux États-Unis, il y a que 2 ou 3 fonds dessus parce qu'ils ont un volume de deals disponible qui est très important. En France et en Europe en général, on connaît une compétition beaucoup plus importante, et donc c'est très difficile pour les familles d'être compétitives à la vitesse à laquelle vont les fonds. Mmh. Donc, si aux États-Unis, elles ont plus de temps, les familles deviennent plus compétitives pour faire un deal, elles prennent plus de temps pour faire leurs audits, elles prennent plus de temps pour connaître les gens, etc. En France, il y a trop peu d'actifs pour trop d'investisseurs. Oui, d'accord. Et donc ça, c'est un vrai frein pour elles. Mais maintenant, avec la professionnalisation des family office, elles commencent à pouvoir faire la compète avec les fonds. Et donc, c'est pour ça qu'elles augmentent leurs tickets. Alors, il y a un des points qui était ressorti d'une discussion que j'avais eue avec un investisseur qui a 95% de son patrimoine dans des private assets. Et il avait mis le doigt sur quelque chose dont j'avais pas vraiment conscience. C'est que il y a quand même une stratégie à avoir quand on bâtit son portefeuille de private assets. Alors moi, je l'ai tout à fait dans une construction de portefeuille qui mixe des obligations, des actions, donc on va dire la théorie du portefeuille assez traditionnelle de diversification avec l'approche core satellite, avec une diversification par asset class, mais il n'y a pas cette problématique de liquidité, de millésime, etc. Donc comment est-ce que, de votre point de vue, même si on sait que chaque client est différent, comment est-ce que ça se construit ? Quelle est la théorie générale qu'on peut mettre en place quand on construit un portefeuille de private assets ? Déjà, moi, c'est vrai que je fais pas une grande distinction entre private et public sur qu'est-ce qu'on met dans son portefeuille. C'est tout pareil, en fait. La réalité, c'est que juste, on a des sociétés cotées d'un côté et des sociétés qui sont non cotées de l'autre. Et donc, on a, en face d'une liquidité, on a énormément de contraintes de la cotation, que ça soit juridique, fiscale et aussi de mark-to-market, donc de capacité à projeter l'avenir, à investir dans l'avenir. Mais après, une fois qu'on construit son portefeuille, qu'il soit avec des private assets ou qu'il soit avec des public assets, c'est tout pareil. On doit juste avoir une très bonne répartition de son risque en fonction de ce que nous, on veut faire. Et c'est difficile de le dupliquer aux gens. D'ailleurs, quand on propose au CGP, on leur explique les prises de risque qu'ils prennent. Et après, c'est eux qui mettent le sel et le poivre comme dans cuisine, comme ils aiment. Ouais. Puisque vous pouvez décider moi par exemple, je vais avoir une aversion un peu aujourd'hui au marché financier que je trouve très haut. Je vais considérer que le point est trop haut pour entrer. Pour autant, je vais pas avoir ce même risque sur des private assets où je vais dire que je suis capable de prendre de l'equity. Que les gens vont considérer comme risqué. Et je vais considérer que chez certains fonds, c'est pas risqué d'avoir de l'equity. Maintenant, si je devais construire et que j'y connaissais rien, évidemment que je prendrais peut-être de la dette, un petit peu, j'en mettrais, je mettrais un peu d'immobilier. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais diversifier mon risque. Ce que les gens font quand ils font une gestion de portefeuille, ils disent c'est quoi à peu près le rendement cible que je veux ?
Ouais. Donc moi, je considère que je veux 7, 8, 10, 12, 14% de rendement. Et en fonction de ça, je vais voir où est-ce que je suis le plus enclin à prendre de risques dans cette allocation de portefeuille pour que ça donne au global à peu près ce que je souhaite atteindre. Ouais. Et c'est un peu comme ça que moi, je construis mon portefeuille. Donc, il y a des classes d'actifs que je considère être risquées par rapport à mon niveau de connaissance et de compétence. Donc, je vais essayer de prendre les produits les moins risqués de cette gamme. Et par contre, là où j'estime que je suis plutôt un expert et que je suis en capacité de prendre le risque, là, je vais aller chercher le rendement. Ouais. Alors, il y a une très grande différence entre les marchés cotés et le non coté. C'est la transparence. Quand tu es coté, voilà, on sait qu'un fonds, un UCITS, c'est pas du tout le même encadrement qu'un AIF, par exemple. On sait aussi qu'il n'y a pas du tout le même historique. Quand tu regardes l'historique des marchés cotés, tu peux vraiment faire des backtesting sur plein de marchés différents. Sur le private equity, c'est quand même une classe d'actifs qui s'est vachement développée ces 30 dernières années, mais donc il n'y a pas tout l'historique que tu peux avoir. Et puis, le troisième point, et je pense que c'est celui aussi qui vous touche, et on reviendra après sur la façon dont vous le résolvez aujourd'hui, c'est la connaissance de cette classe d'actifs des marchés privés, que moi je trouve assez lacunaire, même dans la population des investisseurs professionnels ou des professionnels de l'investissement. Mais l'idée, de manière générale, pour reprendre ce que disait Jacques, c'est évidemment de ne pas opposer coté et non coté. Ouais. Nous, on dit souvent que si on n'investit pas sur les private assets, on se prive de toute la création de valeur qui a été faite en amont de la cotation des sociétés sur les marchés. Après, quand on parle de gestion de patrimoine, évidemment, on peut pas ignorer l'approche en diversification. La particularité aussi du non-coté, c'est qu'il n'y a pas de market timing. Il faut lisser ses points d'entrée pour avoir aussi une approche en diversification. Personne n'a de boule de cristal, on peut pas anticiper les cycles. Et évidemment, diversifier ses points d'entrée, diversifier les zones géographiques dans lesquelles on investit, diversifier les stratégies dans lesquelles on investit. Et tout ça, évidemment, en fonction du niveau d'aversion au risque de chacun, en fonction de son horizon d'investissement, en fonction de son patrimoine existant, en fonction de ses objectifs de performance. Et donc, c'est là toutes les possibilités qu'on essaye de donner à notre réseau de distribution pour que, justement, ils puissent avoir une approche la plus personnalisée possible vis-à-vis de leurs clients finaux et aussi se différencier grâce à l'approche de Private Corner qui est de proposer des briques pures de stratégies de différentes équipes de gestion sur différentes zones géographiques qui leur permettent justement de se différencier de leurs homologues. Et dans un marché où les clients privés sont tous multibancarisés, multiconseillés, et où c'est important justement d'avoir le client final au centre des préoccupations de chacun pour justement répliquer cette démarche d'investissement. Puisque la particularité aussi de cette classe d'actifs, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps long. Ouais, c'est clair. Et c'est donc hyper important de les documenter et de les abreuver en informations pour les aider justement à s'approprier la classe d'actifs. Moi, je vais juste vraiment être contre, en fait, sur la transparence des marchés financiers. Je vais vraiment mettre un pavé dans la mare. Donc, toutes les boîtes que j'ai auditées du CAC 40, quand j'ai acheté des boîtes, les comptes étaient faux. Aujourd'hui, quand vous regardez Atos, les comptes sont faux. Quand vous regardez Orpea, les comptes sont faux. Quand vous regardez quasiment tous les actifs, les comptes sont faux. Donc, moi, la transparence, c'est un débat. Non, mais quand on fait, nous, des audits sur des boîtes en tant que private equity, les docs de référence ne nous suffisent pas. Il faut vraiment le dire. Les docs de référence sont des nids de fausses informations et de fausses clartés. Ouais. Donc, c'est fait par des auditeurs qui dépendent du patron de la boîte, avec derrière des boards qui sont que des copains du patron de la boîte, qui n'ont aucun euro dans cette société, qui disent détenir la vérité et surtout l'intérêt social de la boîte. Moi, ce que je constate, c'est que les gens disent que le private equity est moins transparent, mais sauf que tous les 5 ans, quoi qu'il arrive, vous devez vendre la boîte à un tiers complet. Et ce tiers part à zéro de faire un audit avec des enjeux financiers qui sont complètement d'autre nature. C'est un bon Donc point, c'est le premier point. Donc nous, tous les 5 ans, vous savez que la boîte, vous pouvez dire elle n'est pas transparente, mais tous les 5 ans, la boîte est décortiquée. 2, moi je suis d'accord que la liquidité, c'est quelque chose qui paraît important, mais c'est plus théorique que pratique. C'est-à-dire que 95% des particuliers qui jouent en bourse, ils gardent leur portefeuille plusieurs années. Un type qui investit chez Total
au mois de, là, on va dire mars, il va pas filer Total parce qu'ils ont fait 0,2% de bénéfices le lendemain ou dans la semaine. Donc, c'est psychologique du type de dire « Ah ben moi, je peux vendre ma position quand je veux ». Mais la réalité de la bourse, c'est que 99% des gens, ils sont stables. Pour du buy and hold. Non, mais il y a toujours la possibilité de te dire si jamais j'ai un couac personnel et qu'il faut que je liquide, je peux, quoi. Oui, d'accord. Mais la réalité, c'est que dans le futur, on verra que les positions de fonds, progressivement, elles finiront par devenir liquides aussi. Aujourd'hui, si vous rentrez chez Goldman, en dette, par exemple, ils font des produits qui sont complètement liquides. Demain, les fonds auront tellement de bases LPs, justement, avec des particuliers, qui pourront rendre liquide sur la base de la NAV leur participation. C'est quand même ça ce qui va arriver demain. Mais sans compter la tokenisation, on en reviendra. On n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, je vous le dis, si il y a le marché des gueules, par exemple, aujourd'hui, le marché est probablement beaucoup trop haut. Et la transparence, on va y venir sur le troisième aspect, c'est que finalement, comme c'est que des algorithmes qui tradent, même les patrons de produits structurés aujourd'hui dans les grandes banques sont hyper inquiets du niveau des marchés actuellement, parce qu'ils ne sont pas en raccord avec les performances des boîtes, mais comme ils jouent tous sur des niveaux de points d'entrée et ils font tourner leurs algorithmes sur des niveaux de points d'entrée, en fait, les marchés ne reviennent jamais plus au niveau auquel ils doivent être. Finalement, vous avez une fausse information du pricing également de ces boîtes. Et si l'entreprise commence à baisser et que l'algorithme commence à avoir une projection à moins 20, moins 30, je vous annonce que si vous êtes particulier, vous voulez vendre votre position, vous n'arriverez pas à la vendre. Ça va descendre tellement vite que vous ne pourrez pas solder votre position. Ou alors à moins 15, moins 20, moins 30. Mais à ce moment-là, vous n'aurez aucun particulier qui soldera sa position. Il restera. Regardez ce qui s'est passé sur Orpea. Orpea, les gens annoncent que les comptes sont faux. Les gens annoncent que la boîte va s'effondrer, que finalement la caisse des dépôts va rentrer à 0 quelque chose du cours. Le cours est resté à 3 ou 4 euros pendant des mois avec les patrons de la boîte qui expliquaient au marché qu'il fallait bien interpréter et bien comprendre qu'en fait le cours allait être divisé par 10. Et les gens ne bougeaient pas leurs actions. Ils restaient avec leurs actions. Estelle, il y a un point que tu as mentionné quand tu as présenté Private Corner, c'est l'institutionnalisation des high net worth sur cette classe d'actifs. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce concept? Parce que ce que moi j'ai constaté, et j'ai eu quelques invités au cours de mon podcast ces dernières années sur la retailisation de cette classe d'actifs, quelle différence tu fais, toi? Alors c'est vrai que chez Private Corner, une des motivations lors de la création de la société, c'était aussi quelque part une certaine frustration en tant qu'investisseur privé à pas trouver de sous-jacents dans lesquels investir de la manière dont on constatait que le faisaient les investisseurs institutionnels. Donc le premier point, ça a été de se dire, il y a un vrai pain point à l'entrée, c'est de trouver du sous-jacent de qualité équivalente à celle des investisseurs institutionnels, à un bon prix et avec du reporting. Donc, pourquoi il y avait historiquement des produits très fisés? Tout simplement parce qu'on a des modèles qui sont historiquement très traditionnels. Donc, il faut bien répercuter le coût de production au niveau du client final. C'est la raison pour laquelle le modèle Private Corner, c'est l'alliance d'une société de gestion agréée AMF avec une plateforme digitale intégrée et propriétaire qui nous permet de monitorer tout le cycle de vie d'un fonds, de l'entrée en relation jusqu'au reporting de manière très très automatisée et donc d'avoir un coût final pour l'investisseur qui préserve la valeur créée par le sous-jacent. Oui, parce que je te fais une petite parenthèse, mais je pense pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a peut-être pas forcément de prise de conscience que quand un fonds se crée, tu as différentes classes de fonds. Tu as des classes institutionnelles, des classes retail. Et moi, je l'ai vu, parce que j'ai quand même travaillé longtemps en banque privée. Les différences en termes de fees sont ahurissantes. Suivant que tu accèdes à la classe instit, qui est de quelques points de base de frais de gestion, versus la classe plus retail, avec qui est destinée plutôt aux banques privées, avec des fees qui peuvent être parfois 10 fois plus élevés que la classe instit. Exactement. Et donc, quand on a ce niveau de fees beaucoup plus élevé que ceux de l'instit sur des fonds qui durent 10 ans, naturellement, ce que tu restitues au client est largement dégradé, quand bien même la création de valeur brute est là au niveau du portefeuille. Donc, cette approche institutionnalisation, c'est vraiment essayer de répliquer l'expérience de l'investisseur institutionnel pour le client privé. Parce que des initiatives, il y en a eu, on pourrait en discuter, mais globalement, elles ont été plutôt déceptives que ce qu'elles n'ont converti les clients particuliers à la classe d'actifs. Donc c'est un point sur lequel il faut être très très vigilant
pour ne pas que cette classe d'actifs soit source de services après-vente dans 5 à 10 ans. Ouais, Aujourd'hui, on fait beaucoup de promesses. Néanmoins, il y a un vrai sujet sur comment j'accède aux meilleurs fonds, parce que ce qui est factuel aussi, c'est que ce marché, il est vertueux pour les uns et vicieux pour les autres. Vous êtes entrepreneur, vous êtes leader sur votre marché. Vous allez préférer vous faire accompagner par l'équipe de gestion qui a démontré sa capacité à vous amener le plus loin possible, quand bien même ce soit pas la mieux disante à l'entrée. Comment on accède à ces... Pardon Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que c'est aussi très intéressant dans le cadre, la raison pour laquelle moi j'ai rejoint Private Corner, c'est que c'est pas vraiment organisé comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes fonds du premier quartile, Ouais. c'est pas vous qui avez les meilleures boîtes, obligatoirement tout le temps. C'est-à-dire que nous, quand une boîte est à vendre, les vendeurs ne disent pas « Ah bah tiens, c'est CVC, comme c'est CVC, s'il m'achète moins cher ou même à prix égal, je vais avec lui. » La balle, elle est remise en jeu tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, même les meilleures équipes, à un moment, dans un pays donné, peuvent devenir moins bonnes, le coup d'après, moins disciplinées. On a tout le temps une remise en question. Donc, celui qui est un peu moins bon à un moment T, il peut gagner la plus belle boîte, parce qu'il va mettre peut-être un peu plus de prix, parce qu'il va mieux convaincre le dirigeant. C'est très subjectif. Donc, on n'est pas comme au football où on dit, je suis le Real de Madrid, je suis au Real de Madrid, Kylian Mbappé, il a envie d'y aller. Ouais. Les chefs d'entreprise, franchement, ils n'ont pas de fantasme sur les fonds 9 fois et demi sur 10. Ouais. Et donc, très souvent, ils sont un peu vierges de compréhension des différents fonds quand ils démarrent les processus. Et donc, ils sont très ouverts à être séduits par X, Y ou Z, qu'ils soient premier quartile ou pas. Et donc, c'est ça où c'est hyper intéressant, c'est que les gens qui répètent les performances, c'est parce qu'ils sont bons. Et c'est pas toujours parce que les actifs viennent à eux. C'est parce qu'ils savent mieux les sélectionner, même entre bons et moins bons actifs. De temps en temps, par exemple, un CVC peut faire des perfs meilleurs que Ardian, imaginons, voilà, pour comparer, sur certains moments, alors qu'Ardian cherche des actifs techniquement plus beaux, et CVC va faire un travail un peu différent sur ses actifs. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse, c'est à chaque fois, quelle est la dynamique du fonds, qu'est-ce qu'il cherche, comment il crée la valeur, d'où vient la valeur, dans le portefeuille qu'il a eu. Et donc, je réanalyse à chaque fois la performance au regard de est-ce qu'il y a eu un peu de chance ou pas, est-ce que sur cet actif, ils ont vraiment fait le travail et donc c'est duplicable dans le temps, comment évoluer l'équipe. Et donc, à chaque fois qu'on relève un fonds, il y a remise à zéro des compteurs totalement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est un sujet que j'avais abordé. Ah, je vois Estelle qui... Parce qu'en fait, Jacques, il a son prisme très instit malgré tout. Que ce soit Ardian, que ce soit CVC, que ce soit KKR, que ce soit... Tu conseilles souvent des fonds qui se sont globalement jamais adressés aux particuliers. Là où nous, notre public de CGP, de family office, de banques privées, un peu moins les banques privées, mais surtout les CGP, les family office, ils n'ont jamais pu accéder à tous ces fonds-là. Et c'est vrai que le maillage des sociétés de gestion en France, en tout cas, il est très, 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 très large. J'ai plus en tête les statistiques de France Invest, mais voilà. Il y a énormément de sociétés de gestion et certaines dont que vous voyez jamais sur les deals finalement, mais qui sont celles qui finalement sont toujours les usual suspects qu'on voit servir la clientèle du wealth management. Et donc, il y a deux mondes qui se parlaient vraiment pas aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait la méconnaissance de nos clients aujourd'hui. Alors, si on revient sur Private Corner, alors on va faire peut-être plus court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais que tu nous expliques le modèle que vous avez envisagé au départ. C'est sympa parce que la dernière fois, quand on avait échangé, on était rentré dans tous les rouages et toute la complexité que ça représente. Si tu pouvais nous décrire la chaîne de valeur que vous couvrez, nous expliquer de la partie où l'investisseur donc est mis en relation par le CGP, qui finalement est votre client principal, jusqu'au moment où vous allez le faire souscrire dans tel ou tel fonds. Comment vous organisez tout le setup d'un point de vue opérationnel? Donc, il y a tout c'est un petit peu vaste, mais on va essayer de le faire. Il y a tout un travail d'analyse de marché, déjà, de qui sont les fonds qui sont ou qui vont être enlevés. Et là-dessus, c'est vrai que depuis qu'on a constitué un board en mai 2023, on a non seulement Jacques Ita, mais également Dominique Gaillard et Laurent Bénard
qui nous aide à assurer cette surveillance globale du marché, justement pour savoir quels sont les fonds qui vont être enlevés. Constituer cette sélection justement, parce que l'idée chez Private Corner, c'est d'avoir une approche épicerie fine, que des fonds qui vont être diversifiés et complémentaires les uns des autres, pour donner l'assurance à nos distributeurs que quand ils vont se connecter à leur espace personnalisé sur la plateforme, finalement, ils ne vont avoir que ce qui, selon nous, est ce qui se fait de mieux en ce moment sur le growth, le buyout, le co-invest, le secondaire. Si on ne trouve rien sur ces thématiques-là, eh bien, on va attendre d'avoir le bon fonds pour le proposer à nos clients, puisqu'on est aussi en train de construire une marque et une légitimité sur un marché. Donc, c'est important d'expliquer aussi à nos CGP que, selon nous, en ce moment, il n'y a rien qui mérite de leur proposer. Donc, après, si on rentre un peu plus dans l'aspect tuyauterie, une fois qu'on a identifié les fonds, on va effectuer nos due diligence, on va documenter ou pas notre décision d'investir, on va structurer le fonds, donc rédiger toute la partie réglementaire, déclarative auprès donc des vous autorités de constituez tutelle. un fonds. Exactement. D'accord. Un fonds Private Corner sur une stratégie donnée. D'accord. L'idée, c'est d'avoir, on va dire, 5 à 7 fonds en permanence. Ok. C'est déjà beaucoup. Après, trop d'offres, tu l'offres. Et il y a toujours un sujet d'appropriation des différentes stratégies par le distributeur. Donc, jamais d'overlap entre les fonds. L'idée, c'est de leur dire, vous pouvez, si vous avez un client qui est en capacité à investir dans tous les fonds, vous pouvez l'y faire souscrire et il aura l'assurance d'avoir une diversification sans overlap entre les fonds. Donc, constitution du fonds, préparation de la doc commerciale du fonds, mise en ligne sur la plateforme, organisation de webinaires avec les équipes de gestion, puisqu'on est quand même dans un métier où l'intuitu personné est très très fort et où c'est important de donner l'opportunité Bien aussi aux équipes de gestion d'incarner leur stratégie, leur positionnement, leur ADN, d'expliquer comment elles ont su justement répliquer les performances, en tout cas de manière la plus stable qui soit à travers les cycles. Bien évidemment, ouais, tout à fait. on dépend de l'économie et du contexte géopolitique. Enfin, le private equity ou les private assets en général n'est pas hors sol par rapport à l'économie en général. Donc évidemment, bien sûr. c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On présente les stratégies et ensuite, l'idée, c'est de répliquer le cycle de vie du fonds pour justement donner une expérience qui soit la plus proche possible. D'accord. Donc tu fais les capital calls. Quand le fonds va lever, tu lèves pour tes clients. Exactement. Okay. On appelle les sommes au même rythme que nous sommes appelés par les équipes de gestion des fonds sous-jacents. On les restitue de la même manière dans le même laps de temps. De toute façon, c'est aussi le côté donner, institutionnaliser l'expérience. C'est évidemment ne pas leur promettre de la liquidité parce que, par définition, une fois que l'argent est investi, tant qu'on n'a pas le volume suffisant pour assurer la liquidité entre les investisseurs et organiser un marché secondaire, on peut pas. Si on fait des fonds semi-liquides ou si on fait des fonds appelés en une fois, et si quelque part on travestit les moteurs de performance qui permettent historiquement de délivrer ces niveaux de performance, l'idée c'est que ça va pas correspondre à la même typologie de clientèle. Ça va être une clientèle un peu moins sophistiquée. Mais à ce moment-là, il faudra expliquer que ce sera au prix de certains points de performance. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on voit qu'il est en train de se passer. C'est une bonne chose, puisque l'idée c'est de priver personne d'accéder. C'est une autre façon de voir les choses. Exactement. Ouais. C'est une autre approche, c'est un autre positionnement. Donc une fois que les gens investissent, ensuite ils sont informés à périodicité semestrielle, de manière transparente, puisque évidemment l'idée c'est de leur faire des reportings pour leur expliquer quelles sont les boîtes dans lesquelles ils ont investi, quels sont les tests d'investissement de ces sociétés, quelles sont leurs perspectives de croissance, qu'est-ce qui est mis en place finalement par le fonds pour respecter la feuille de route qui a été établie au moment où le fonds a investi dans la société. Et vous rémunérez sur des performance fees. Est-ce qu'il y a du carry? Non.
puisque le travail de sélection, il est impératif évidemment. Néanmoins, on considère que un carry sur des fonds qui investissent dans un seul sous-jacent, en termes de construction de portefeuille, ça justifie pas. Non, mais je pose la question naïvement, mais j'espérais que tu allais me répondre ça. Ça justifie pas le fait de, tout à fait, de prendre du carry. Donc évidemment, il y a des commissions de gestion assises sur l'engagement, mais pas d'intéressement quel qu'il soit. Je trouve que l'idée de démocratiser, c'est aussi d'arrêter de superposer les coûts. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratisation jusqu'à présent, c'était la superposition des coûts. Ah oui, c'était de la surintermédiation. Hein. C'est-à-dire que le type qui n'apporte pas de valeur autre que de présenter le fonds prenait une performance sur le fonds, qui lui-même prenait une performance sur sa gestion, etc. Et donc finalement, les types disaient, bah tiens, le private equity, c'est pas mal, mais même dans les marchés financiers, ils disent, bah tiens, j'ai 7%, mais de temps en temps, vous avez 7%, il y a des mecs qui vous ont pris 4, 5% sur le chemin. Je connais bien le système. Ouais. Et ça, c'est vraiment un système, moi, je trouve un peu mafieux. À la fin, que le fonds, lui, qui a des équipes, soit rémunéré sur la performance, oui. Que tout le monde, tout le long de la chaîne, soit rémunéré sur une performance qu'il ne crée pas, non. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi votre modèle d'affaires ? Ce sont des commissions de gestion pendant toute la durée de vie de l'investissement, donc pendant 10 ans, mais avec une approche en volume plutôt qu'en prix unitaire. Ouais. Puisque justement, comme je l'indiquais, grâce à la plateforme, on arrive à catalyser l'humain et donc à avoir un coût final pour l'investisseur finalement qui se rapproche du modèle de prix fonds de fonds. En fait, ça aussi, on a déterminé notre modèle de pricing en se disant, un fonds qui investit dans des boîtes, c'est normal qu'il gagne mieux sa vie qu'un fonds qui investit dans des fonds. Donc, de la même manière, on a répliqué ce raisonnement en payant évidemment un réseau de distribution qui n'a pas la même valeur ajoutée qu'un private corner. Donc finalement, on est tous complémentaires dans la chaîne de valeur, dans l'intérêt du client final. Il y a le fonds qui fait son métier d'investisseur, nous qui faisons notre métier de sélectionneur et de restitution de l'information pendant toute la durée de vie de l'investissement, et le conseiller qui est essentiel si on veut, encore une fois, avoir cette approche pérenne de l'investissement sur mon côté, pour accompagner le client de manière transversale dans la diversification de son patrimoine, avec un conseil justement éclairé en fonction de tous les critères d'adéquation qu'il doit regarder quand il accompagne ses clients au jour le jour. Il reçoit des commissions, le CGP qui passe par votre... Alors, ça va dépendre du modèle de REM du CGP, évidemment, hein, puisque soit vous avez effectivement des CGP qui sont plutôt rémunérés dans la durée, soit vous allez avoir des multifamily office qui vont être payés en honoraires par leurs clients et qui vont donc... restituer les rétros. Hein. Voilà, soit restituer les rétros, soit carrément commercialiser des clean shares, donc des parts qui ne sont uniquement chargées en commission de gestion de private corner. Ce qui semble être, de mon point de vue, de plus en plus le trend. Hein, exactement. Les modèles de tarification des family office et des CGP. Exactement. De toute façon, je pense que c'est le sens de l'histoire. Hein. C'est qu'on a les marges sur les produits financiers qui vont se resserrer. Donc, il faut en avoir conscience et il faut être vigilant justement aux effets pervers parfois de rémunération trop importante qui vont créer... de la déception et où les gens vont plus vouloir revenir. Donc ça, globalement, nos clients ont bien compris qu'il fallait avoir cette approche équilibrée sur les fees, même si personne n'est philanthrope et qu'on est tous entrepreneurs dans notre approche. Tout à fait. Mais à partir du moment où vous comprenez que la balle elle est remise en jeu à chaque fois, vous pouvez pas vendre un nom comme étant une garantie absolue de performance. Forcément, vous pouvez pas du coup fiser très très fort en amont pour faire rentrer la personne dans ce fonds-là. Non, c'est clair. Non, je comprends. Il y a un moment où il y a une limite puisque la performance n'est pas garantie. Ouais, c'est clair. Et comment vous vous positionnez ? Parce que les CGP sont extrêmement sollicités, les family office. Enfin, moi, je vois, parce que les gens, il y a plein de personnes qui me disent « Solène, j'ai un deck, faut absolument que tu nous aides à lever notre fonds. » J'en ai, je pense, 3 par semaine qui me sollicitent. Donc, j'imagine que les CGP sont sursollicités comme moi. Comment est-ce que vous arrivez à vous positionner par rapport à des solutions, donc soit concurrentes, soit de l'approche en direct de la part des gérants de fonds ? D'abord, si on fait bien notre travail, les fonds qu'on choisit sont les fonds qui sont le plus demandés quand même à un moment T. Mm-hmm. Et eux, ils se baladent pas dans Paris avec leur deck en train de dire « S'il vous plaît, vous auriez pas 500 000 €. » Il y a quand même un effet rareté
qui fait que c'est plutôt nous qui allons vers eux pour leur demander d'avoir de l'allocation dans ce fonds-là, Ouais. à un moment, que l'inverse. Ceux qui sont très demandeurs et qui sont partout dans le marché sont souvent victimes du manque de performance qu'ils ont eu dans le passé ou de manque de capacité qu'ils ont à expliquer leur positionnement, ce qu'ils vont faire de nouveau dans l'avenir, pourquoi ça change par rapport à avant. Ouais, ouais. Donc ça, il y a quand même déjà une première distinction. Le deuxième, c'est que, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que les fonds ont un ADN. Aujourd'hui, ils ont une réputation. D'ailleurs, très souvent, vous verrez des fonds qui sont plus précautionneux de leur réputation que même des boîtes du CAC 40. Il y a plein de fonds qui ne veulent pas s'associer avec certaines personnes ou aller dans certains secteurs de peur d'avoir du damage sur leur image. Et donc aujourd'hui, les fonds performants veulent s'associer avec des marques dont ils sont à peu près certains qu'ils vont respecter leur ADN. Et comme disait Estelle, on va leur donner le bon forum avec les bonnes personnes pour pouvoir expliquer leurs produits dans un bon contexte, avec la qualité qui est attachée, en étant certain que les gens qu'on va faire venir sont d'un certain niveau. Ouais. Et même d'ailleurs, on milite aussi beaucoup pour que le particulier qui, in fine, investit, soit quand même quelqu'un d'un certain niveau. Pourquoi ? D'un certain niveau, c'est-à-dire. De maturité, quand Voilà, je dis ça. je préférais que tu précises. De maturité par rapport au produit, parce que ce que veut le fonds à la fin, c'est pas avoir des gens qui l'appellent tout le temps. Non, bien sûr, oui. Que son dentiste, il y avait un grand patron de fonds qui me disait, mais moi, quand j'ai été chez mon dentiste m'a dit qu'il avait investi dans mon fonds et donc il voulait connaître mes performances, il était stressé, etc. Donc ça devient un enjeu pour eux aussi d'être certains qu'ils ont été distribués de la bonne façon, avec la bonne explication, etc. Ouais, tout à fait. C'est tout ce côté exclusif en fait, puisque nous, quand on a démarré Private Corner il y a 3 ans, on était les seuls sur ce marché à avoir ce positionnement-là. Ouais. Le marché s'est pas mal densifié. Donc maintenant, au-delà de se différencier sur le comment, on doit aussi se différencier sur le quoi. Et avoir cette approche très très exclusive justement dans l'accès qu'on va donner au fonds. Donc c'est des fonds effectivement auxquels on peut pas accéder sans passer par l'itinéraire bis Private Corner. Ouais. Ensuite, la relation qu'on a avec le chemin de détour là derrière. La relation qu'on a avec nos distributeurs, c'est encore une fois une relation fondée sur la confiance, l'accompagnement, la disponibilité. On n'est pas dans une approche commercialement agressive. Ils sont justement ultra sollicités à longueur de journée. Ouais. Donc nous, notre enjeu, c'est qu'ils s'approprient notre offre, qu'ils la maîtrisent et que lorsqu'ils ont un client qui leur demande de les accompagner et de diversifier son patrimoine sur mon côté, ils sachent comment l'équiper et ils sachent qu'on est à leur disposition pour les accompagner dans cet équipement. Ouais. Donc nous, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'avoir cette relation de confiance et de disponibilité dans la durée, parce que c'est clé aussi dans la construction d'une marque et vis-à-vis de nos clients, les distributeurs, et vis-à-vis des sociétés de gestion auprès desquelles on va se positionner pour obtenir des allocations pour pouvoir structurer notre offre en fait. Quel bouquin vous nous recommandez avant qu'on parte ? Je vois Jacques qui me fait des grands yeux. Alors Estelle. En termes de bouquins, c'est peut-être un bouquin qui remonte plus, mais qui relie finalement avec mon ADN et la personne que je suis. C'est un bouquin qui commence à être un peu vieux, mais qui est « On achève bien les jeunes ». J'ai jamais entendu parler. C'est Bernard Spitz. Et en fait, qui résume en disant un pays qui maltraite ses jeunes est un pays sans avenir, et où effectivement on doit être assez vigilant à la manière dont à ce qu'on leur lègue et à la projection qu'on leur donne, si on veut pas qu'ils s'émancipent ailleurs justement et qu'ils aillent mettre leur talent à disposition d'autres. Et donc de toute façon ça rejoint bien aussi l'humain et ce que fait Jacques avec sa fondation, notamment pour aider les jeunes. Mais je vais lui laisser la parole sur ces sujets-là. Oui, j'ai fait des grands yeux sur les livres parce que je lisais énormément, mais je lis un peu moins en ce moment parce que l'activité est un peu débordante. Et que en plus moi je lis pas mal de livres que je suis pas sûr que tout le monde ait envie de lire. J'étais en train de penser à Kundera. Ah, j'adore. Ouais, j'adore. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!